Chaque début d'été, la culture japonaise a rendez-vous à Paris. Japan Expo est devenu un événement majeur pour les passionnés, profanes ou experts, amateurs comme professionnels. En 2014, le festival célèbre son 15e anniversaire, un événement durant lequel sont attendues plus de 200 000 personnes. La trêve hivernale s'achève pour l'European Cosplay Gathering et les concours nationaux se succèdent à nouveau pour désigner les finalistes qui feront le voyage à Paris. Les premières sélections de 2014 ont repris la mi-mars avec les sélections allemandes qui se sont très bien passées. Et on a aussi 2 semaines après, il y a eu les sélections danoises. Il reste encore 2 sélections à venir, les sélections suisses à Polymanga et les sélections néerlandaises à Animecon. Et en plus de ça, là typiquement, ce matin, on était en communication, en conférence pour discuter de la saison suivante déjà. Donc on travaille sur toute l'évolution de la saison en cours avec les nouveautés qui vont avec, toute la communication qu'il y a à faire, produire tous les éléments vidéo, graphiques. Et en plus de ça, on travaille sur la saison à venir. Donc avec déjà chercher toutes les évolutions, chercher toutes les améliorations, essayer de répondre aux besoins du sponsor et voir aussi nos besoins à nous. On a reconduit le sponsoring de Bandai Namco avec Tales of Xillia 2 qui est sponsor effectivement de l'ECG une nouvelle fois pour cette année. Et après pour les autres opérations de sponsoring, on a bien avancé. On commence vraiment à rentrer dans l'opérationnel de ce qui a été acté. Quant aux initiatives qui tardent trop à se concrétiser, il est d'ores et déjà envisagé de les reporter sur les années futures. Ou, au contraire, de proposer des moyens de communication plus classiques. Un catalogue spécifique est édité à cet effet et offre un éventail d'actions commerciales aux sociétés qui veulent se distinguer auprès des visiteurs. Japan Expo, c'est quand même un festival très axé sur les 15-25, et une fréquentation très importante. Donc effectivement, en termes de communication, de promotion pour les marques, c'est quand même un outil assez fort. Le catalogue, il est à destination de plusieurs types de personnes. Donc dans un premier temps, les exposants qui viennent sur le festival via un stand. Donc ça, c'est via le service commercial ou rencontre, c'est les choses de base. Nous, on met en place un catalogue d'actions marketing pour les aider en fait, à promouvoir leur présence. Ce catalogue, ça montre aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités, que pour être visible, par exemple dès l'entrée, pour dire aux visiteurs, moi j'ai le stand à tel endroit, donc ça c'est vraiment lié aux exposants. Après, ces actions-là peuvent aussi s'adapter. Il y a des sociétés qui ne sont pas présentes sur le festival, mais qui veulent communiquer sur leurs produits. On a des diffusions de spots de publicité ou de bandes-annonces sur scène principale, Live House, scène Japan Expo, qui marchent aussi pas mal. Ça peut être peut-être plus à destination de sociétés qui ne sont pas présentes. Et c'est des actions marketing un peu plus classiques. Le marketing est en train de travailler sur des nouvelles actions marketing et du coup, on devrait pouvoir, ils devraient revenir vers nous avec des nouvelles actions à rajouter en plus dans le catalogue. Donc là, on a une version qui est diffusable, qui est diffusée, et on attend effectivement des validations pour pouvoir rajouter des éléments en plus. Inexorablement, à mesure que s'égrènent les journées, les premières angoisses apparaissent. Alors au niveau des expos, on a pris beaucoup de retard côté PAO. Sur l'espace 15 ans, qui était vraiment celle pour laquelle fin mars il fallait qu'on ait terminé, je pense qu'on a déjà 15 jours de retard. Donc moi je suis plutôt vraiment sur un côté un petit peu concret sur certaines parties, commencer soit à récolter bien sûr toutes les photos, ce qui deviendra les textes des légendes pour ce qu'on a déjà, donc plutôt archives. Et d'autre part, il y avait une partie un peu production extérieure pour laquelle on avance aussi. J'ai 2 propositions très basiques pour le moment de gabarit et je sais que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus poussé, un peu plus recherché. Donc tous avancent en parallèle, plutôt avec du retard. Et pour l'instant, j'ai pas encore recollé les morceaux. Pour Mouchaï, en l'occurrence, cette année, on va vraiment se concentrer sur la partie exposition des dessins
Et c'est tout, parce que ça va nous faire un bon morceau pour récolter tous les dessins, pouvoir, avec toutes les histoires de droit qui vont derrière, faire toutes les traductions, etc. C'est vrai que je continue à avoir des petites inquiétudes sur les dates d'envoi des éléments dont j'ai besoin de leur côté. Mais pour l'instant, c'est pas dramatique. On s'est occupé de l'expo Sapporo, qui était faite par les Japonais, donc on a fini d'intégrer les textes en français. Il y a des éléments qui sont trop loin de ce que nous, on estime devoir être une exposition tourisme. Et c'est vraiment sur 2 panneaux, entre autres un qui est consacré entièrement à un festival d'art contemporain. On leur a demandé de retravailler. J'espère que ça ira dans le bon sens. A priori, en tout cas, ils y réfléchissent. Compte tenu du temps restant avant Japan Expo, les projets trop complexes sont mis de côté, comme celui accompagnant les geishas. L'équipe est réaliste et revoit ses plans quant à l'exposition portant sur l'animation. C'est en mettant un peu un pied dedans qu'on s'est rendu compte que c'était absolument énorme comme sujet. Après, c'est un gros projet parce que c'est une exposition qui intègre plusieurs licences d'éditeurs différents. Mais selon le nombre d'œuvres, de choses, on va peut-être devoir réduire ou faire autrement. Si j'avais commencé à travailler sur certaines expositions qui ont depuis été remaniées, réarrangées, réduites, voire totalement annulées, ça aurait été du boulot pour rien. C'est aussi le moment de s'accorder avec les participants indépendants ou issus des milieux associatifs. Qu'ils soient artistes amateurs, jeunes créateurs ou actifs sur le web, ils jouent tous un rôle important sur le salon. Nous, on a une base d'associations avec qui on travaille depuis longtemps. Donc, c'est des gens qui sont réguliers. Pour nous, c'est un petit peu des fixes. On sait qu'ils seront là. Et dans nos têtes, on sait très bien que ils vont avoir leur stand, mais aussi ils vont nous proposer des choses sympas sur scène. Donc, on va dire, voilà, telle association, vous proposez tel type de choses. Donc, on vous propose tant d'heures sur la scène, sur l'ensemble du festival. Il y a certaines choses qui s'y prêtent pas, l'origami sur scène, voilà quoi, c'est normal. Après, tout ce qui est quiz, tout ça, c'est très interactif. Tout ce qui est web-série, c'est quelque chose, c'est une thématique à laquelle on tient, puisque ça fait très longtemps qu'on est dedans et on a vraiment suivi l'évolution des web-séries et des stars du web, enfin, tout ce qui est cette thématique web. En sus du festival, une soirée destinée à marquer les 15 ans de Japan Expo est également en projet. À l'origine, on voulait faire une soirée anniversaire. On a réfléchi à plusieurs pistes pour avoir peut-être plusieurs artistes. Enfin voilà. Ce qu'on voulait en tout cas, c'était faire quelque chose qui soit exceptionnel. Oui, ça date des premières idées qui ont été émises quand on a lancé les projets du 15e anniversaire. Après, c'est toujours difficile de rassembler les artistes sur une même scène. C'est vrai qu'on travaille avec Upfront depuis plusieurs années et eux avaient envie de faire quelque chose avec leur groupe d'idols. Et c'est vrai qu'on est parti sur le Hello Project parce que c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu en France. Donc on s'est dit, on voulait quelque chose d'exceptionnel, on l'a, donc on va faire cette soirée-là pour les 15 ans. On voulait faire peut-être d'autres petites choses, mais au final, on s'est dit que autant se concentrer sur le concert, les filles, elles savent faire le show, nous moins, on les laisser faire. Le service communication insiste pour coordonner les différentes annonces liées au festival. Le but, maximiser leur impact auprès du public. Quand on veut annoncer un invité ou un événement, on a besoin de plusieurs éléments en fait, à transmettre au service communication. Alors les biographies, des visuels, des copyrights, éventuellement des messages vidéo. Voilà. Donc nous, c'est côté contenu, on va faire une demande à l'intervenant en lui disant « Pour annoncer, j'ai besoin de ça, 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 ça ».
Comme ça, la com peut déjà anticiper un petit peu. Donc normalement, alors un tel, on va pouvoir l'annoncer à cette période, ça à cette période. À partir du moment où les éléments arrivent, notre travail commence. Donc Florence, qui s'occupe du site internet, rédige toutes les biographies. Il y a l'équipe RP qui rédige les communiqués de presse d'annonce. Après, dans la pratique, ça se passe pas toujours aussi bien parce que la deadline n'est pas forcément respectée, ou il manque un copyright, ou voilà, il y a souvent un truc qui va pas au dernier moment. Chaque année, on se bat pour avoir des annonces d'invités de plus en plus tôt, pour avoir un plan et un programme du festival sur le site tôt pour que les gens puissent s'organiser, mais c'est pas si simple. Donc c'est vrai que le planning des annonces, on le retravaille et la com, le service com l'adapte vraiment au fur et à mesure. Alors nous, en plus, c'est vrai qu'on met en place toute une mécanique de synchronisation, souvent avec les éditeurs français, pour que tout soit parfait, pour qu'on ait une date d'annonce simultanée, où nous, on l'annonce en même temps sur Facebook, par voie de presse, sur le site. Et souvent, les invités, comme ils sont contents de venir, ils se lâchent un peu sur Twitter à dire hey, « je serai à Japan Expo ». Bon, bah ça arrive, hein, malheureusement, on peut pas faire l'impasse dessus, donc on essaie de réagir au plus vite, du coup, après cette annonce, pour dire « oui, c'est bien vrai » et corroborer les faits. Illustration de cette situation, les cute comme les Beriscobo révèlent leur venue devant leurs fans japonais. 今年の7月にフランスで開催される第15回ジャパンエキスポですが、なんと私たちベリーズ工房とキュートの2組が出演することが決定しました。ということで、7月3日にはジャパンエキスポの15周年記念ライブをベリーズ工房とキュートで行っちゃいます。 Ça a été annoncé avec un petit peu de décalage avec le Japon, forcément, comme ça s'est fait là à la dernière minute. Ils ont un petit peu accéléré le processus de communication de leur côté en disant on a un événement à Tokyo, on va annoncer. Sauf que nous, on n'était absolument pas prêts, la billetterie n'était pas mise en place, la communication n'était pas mise en place, je n'avais pas de visuel, j'avais rien. Je voulais effectivement annoncer, même si la billetterie n'était pas ouverte, et dire la billetterie arrive prochainement, surtout rester au courant de tout ce qui va se passer, plutôt que de faire silence total et effectivement que les fans qui viennent de loin, qui viennent d'Europe, ne puissent pas se déplacer. Parce qu'on se rend compte dans la vente de billets que c'est 50% France, 50% étrangers. Donc pour nous, il faut être hyper compétitif sur l'Europe et il faut leur donner le plus possible la possibilité de venir, quoi. Cette année, on a voulu faire quand même plusieurs catégories de billets, ce qui se fait souvent justement sur les concerts de ce type-là, notamment au Japon. On avait une demande de compartimenter les espaces, comme dans les salles de concert, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Le problème, c'est que nous, normalement, le G-Live House, il est ouvert. Donc on a dû réfléchir à aménager deux systèmes d'accueil, un système en mode exploitation, salon, et un système d'accueil en mode concert. Les choses s'accélèrent pour la logistique. Il est temps de terminer la sélection des différentes sociétés qui vont intervenir sur le festival. Effectivement, on fait beaucoup de choses en interne, mais voilà, notre métier, c'est d'organiser un salon. C'est pas non plus de tout faire. Moi, personnellement, je travaille avec peut-être entre 20 et 30 prestataires pour préparer un événement, sachant que je ne m'occupe qu'une partie de la logistique. Quand on nous parle d'aller une scène, par exemple, ça nécessite évidemment un matériel important, qui seul un prestataire peut en avoir la possession. Et puis, ça nécessite des compétences, que ce soit techniques, physiques, tout ce qu'on veut, pour mettre tout ça en place. Après, si on ajoute à ça tous les sociétés qui travaillent pour les exposants, ça représente plusieurs centaines de sociétés qui bossent sur un événement. L'une des problématiques récurrentes concerne la propreté du salon, un point essentiel qui demeure pourtant délicat à gérer. En permanence, la journée, c'est entre 15 et 20 personnes qui circulent dans les halls pour ramasser le plus discrètement possible tout ce qui est déchets, détritus, etc. Le truc qui est le plus important pour nous, c'est effectivement que ce soit le plus discret possible pour les visiteurs. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, pour nous organisateurs, c'est le truc vraiment en termes d'image qui est vraiment pas bon, quoi. Donc, on met des grandes bennes, on a tout essayé, mais le problème c'est que les grandes bennes, on peut pas les sortir pendant qu'il y a le public. Les personnes qui gèrent le ménage ont du mal à accéder à ces zones-là. Donc voilà, on fait le maximum pour arriver à plus voir de montagnes de poubelles comme on a pu voir à certains moments. La sécurité des visiteurs est primordiale.
Il faut prévenir les petits bobos et les coups de chaud et les soigner le cas échéant. L'organisateur a pour mission et la responsabilité de mettre le système adapté à la manifestation. C'est une dizaine de personnes, tout de même, hein, qui sont là à plein temps. Alors ça, attention, ça c'est vraiment l'équipe médicale, sans compter qu'à côté de ça, il y a toute une partie des gens qui assurent la sécurité, qui ont un diplôme qui leur permet d'intervenir et de mettre les gens en sécurité s'il y a un problème, etc. Sur un Japan Expo 2013, pour le coup, ça a représenté pas loin de 70 agents qui sont répartis donc à la fois évidemment dans les halls, qui ont diverses missions, soit juste d'être là au cas où. Il y a des agents qui ont des missions de contrôle, soit de contrôle d'accès notamment. Et puis après, on a toute une organisation aussi extérieure, où effectivement, il faut vérifier les accès des véhicules, il faut contrôler que le public ne sorte pas par les endroits qui ne doivent pas sortir, enfin toutes sortes de choses. À tout cela s'ajoutent des aspects légaux qu'il est impératif de respecter. Tout ce qui est événement grand public en général est obligé d'avoir une déclaration en préfecture et être assisté par ce qu'on appelle un chargé de sécurité. S'il n'y a pas de déclaration en préfecture, il n'y a pas de salon. C'est un dossier qu'on monte. Alors, il y a toute une partie texte qui reprend un petit peu les informations sur le salon, à savoir quel hall on va utiliser, quelle surface, où on décrit aussi toutes les salles, parce que c'est un peu le point clé, c'est tout ce qui est salle et scène. Alors on doit leur dire comment on va mettre les rangées de chaises, parce qu'on a le droit, il y a des réglementations qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre plus de 16 chaises d'affilée, toutes sortes de choses. C'est pas forcément la première chose chronologiquement qu'on fait, puisque ça se fait 2 à 3 mois avant l'événement, donc voilà, ça va se caler, on va dire, aux alentours de fin mars, début avril. Moi, ce que je dois fournir à notre chargé de sécurité, c'est donc le plan. Il nous valide le plan ou pas. Donc après, on doit faire les modifications ou pas. Et après, c'est lui qui se charge donc de faire un compte-rendu, de rédiger, et faire le lien en fait entre nous et la préfecture. Il peut nous mettre des bâtons dans les roues, mais ce sera toujours pour nous aider. Il va aller là pour nous avertir d'un problème pour toujours anticiper le problème qui va pouvoir se passer. On peut avoir aussi une commission de sécurité sur place qui, elle, peut aussi valider ou pas certaines choses. Cette commission, c'est une représentation de divers instituts, donc comme les pompiers, des laboratoires d'analyse, de sécurité, la police, la mairie, toutes sortes de choses. Donc ça peut aller jusqu'à une dizaine de personnes. Donc qui se déplacent sur l'événement et qui viennent en fait constater que tout est bien aux normes. Le fait de faire des carrés de chaises, puis des carrés de moquettes par exemple scène principale, ça répond à cette législation, c'est-à-dire qu'on doit prévoir des allées de sécurité. Et pour canaliser plus facilement les gens à ce niveau-là, c'est beaucoup plus simple de faire une intervention de service médical via ces allées que par exemple s'il faut pousser tous les gens, etc. Voilà. On fait ça parce qu'on n'a pas le choix et que c'est pour leur sécurité avant tout. Ces contraintes ont évidemment une incidence sur le plan du salon et elles sont intégrées dès sa conception initiale. Ce qui nous fait le plus peur, c'est les mouvements de foule. Parce qu'on l'a vu encore récemment sur un événement à Paris où effectivement, trop de monde, mal canalisé, ça peut vite tourner au désastre, ouais, à la catastrophe, parce que une personne qui est écrasée, on sait que ça peut arriver, quoi. On brasse vraiment énormément de gens, donc on peut pas se permettre de mettre on va mettre un truc, tiens, on va vendre une super affiche, on va la mettre en face de l'entrée, comme ça va bien casser le flux, ça va bien ralentir l'entrée, donc non. On va essayer de positionner une scène qu'on sait particulièrement attractive derrière quelque chose qui l'est moins. Comment on remplit une salle ? On fait par flux, c'est-à-dire qu'on a toute une partie du staff qui est alignée, qui dit OK, on va dans la rangée de gauche, donc on libère un flux de 200, 300 personnes, et le staff va les placer sur les premiers rayons de chaises. En fait, l'idée, c'est de ne pas avoir de trous dans les chaises, parce que sinon, après, on sait que les gens, s'ils voient des trous, ils vont vouloir passer. Donc voilà, on s'organise comme ça, et puis on fait en sorte, après, une fois qu'on n'a plus de place dans les chaises, on remplit les fameux carrés de moquettes au fur et à mesure. En marge du festival, la semaine de Japan Expo voit fleurir de multiples initiatives ayant trait à la culture japonaise sur la capitale. Oui, il y a des événements annexes à Japan Expo.
Après, c'est normal, c'est tout à fait logique. Limite, on va pas s'en plaindre parce que nous, de toute façon, l'intérêt, c'est vraiment que la culture japonaise soit un peu partout, au moins durant ce laps de temps. Ça permet aussi des synergies parce que du coup, c'est des concerts qui sont prévus depuis longtemps, donc t'arrêtes de faire venir des invités. Donc c'est pas plus mal. Par exemple, si je prends l'exemple d'un concert qui se passe un dimanche soir à Paris pendant le Japan Expo, bah pourquoi pas le vendredi, samedi, faire un petit saut sur Japan Expo, exactement comme il s'est passé avec Cute, pour vraiment faire rencontrer au public et assurer la promotion également. Ce qui est important aussi, c'est que ça fait quand même, au niveau médiatique, je parle, parler du Japon. Et ça sera toujours bénéfique pour nous. Heavy Metal, donc on sait très bien qu'elles vont faire une tournée en Europe, elles ont annoncé. Donc maintenant à savoir si on va faire une date à Japan Expo. On va essayer d'être en accord et vraiment faire un showcase intéressant. Si au final aucune collaboration ne verra le jour cette fois-ci, ce phénomène en dit long sur l'importance prise par la convention au fil des années. En 2009, effectivement, le gros du changement pour nous, c'est quand même l'arrivée de Japan Expo Sud. Ça fait depuis 2007 qu'on travaille dessus pour voir, parce qu'on savait qu'on voulait le faire dans le Sud, on savait pas où. Là, c'est bon, on sait que ça va être à Marseille. Peu à peu, on s'est dit effectivement que ça pouvait être sympa pour se créer d'autres rendez-vous, de dire si vous pouvez pas venir jusqu'à Japan Expo, mais vous voulez quand même le voir, et Japan Expo va venir jusqu'à vous. On a beaucoup de contacts du coup avec les institutions. La mairie de Marseille est présente avec nous, et même la région et tout ça. Mais quand tu travailles à Paris, l'Île-de-France, ne regarde pas. 2009 marque également les 10 ans de Japan Expo, et l'essor de la société lui permet de se diversifier. On voulait développer des activités. On a une petite agence de communication qui se sert de ce qu'elle apprend à faire sur Japan Expo pour faire la promotion On a fait de la promotion de groupes de musique, on a fait de la promotion de sociétés, on a aidé les sociétés à trouver des partenaires en France. On a aussi créé une société, intégré une société très exactement, qui avait pour but la promotion de la musique japonaise et l'organisation de tournées. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé JTS, pour pouvoir accueillir au sein d'une holding ces entreprises et ces activités, quoi. Après le 10e anniversaire, on se retrouve avec des possibilités de développement et de programmation inédites. Les Morning Musume, c'est un beau challenge. C'est aussi la première fois du coup qu'un invité d'honneur musique en tout cas, va pas donner un concert pendant Japan Expo. Quand on veut avoir des groupes aussi importants, c'est des gens qui se déplacent pas pour donner des concerts gratuitement. Donc c'est des gens qui ont besoin d'avoir un retour financier et on peut pas autofinancer tout juste sur la billetterie. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire de la programmation nocturne sur le festival. Bon, ça sera pour nous la première fois qu'on fait un concert en plus, donc il y a un challenge opérationnel important, la communication aussi, etc. Ça a plutôt pas mal marché, on a fait un peu plus de 2000 personnes sur la soirée. « 2011, une année noire pour le Japon. Les dramatiques événements que traverse le pays se répercutent aussi sur le salon. Le 11 mars 2011, effectivement, on a ce fameux tremblement de terre suivi d'un tsunami, suivi d'un problème nucléaire. Grosso modo, le 13 ou le 14 mars, on avait fait reset. Tous les gens qui étaient sur le point de venir, il n'y avait plus personne, donc il fallait recommencer la programmation du festival à zéro. On a pu du coup nous lancer aussi une opération qui s'appelle Gambare Japan, qui a récolté des fonds. On a envoyé ça au Japon, à la fondation Ashinaga.
On a fait une édition 2011 où on a vraiment montré un pays qui positivait, quoi, et qui se laissait pas abattre. Cette année-là, Japan Expo multiplie les événements et donne naissance à de nouvelles déclinaisons. Belgium, c'est assez simple, ça a suivi la logique de Marseille où on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit nous on vient de Belgique, c'est sympa mais c'est loin. Pourquoi vous faites rien chez nous? On voulait s'exporter déjà, on se disait tiens, ce serait bien d'aller hors de France. Et on s'est décidé sur la Belgique parce que c'est l'étranger, mais on est dans un environnement francophone, donc ce qui nous facilitait quand même la vie. Même si on s'est aperçu à l'usage que même si c'est deux pays proches, c'est deux pays qui sont extrêmement différents. Et Centre, on voulait un autre rendez-vous. On part là-bas en se disant c'est une nouvelle aventure, ça va être sympa, c'est que 2 jours, donc on commence doucement, mais on va voir ce que ça donne, parce que si ça plaît aux gens, ça veut dire qu'il y a possibilité de faire un Japan Expo un peu partout. Tout ça mûrit tranquillement. Bruxelles et Orléans génèrent l'effet qu'on voulait, c'était d'avoir des invités qui pouvaient du coup venir et faire les 2 événements, ce qui nous a permis d'avoir l'auteur de GTO qui est venu, qui est un auteur énorme, qui a fait les 2 rendez-vous, et qui était ravi, nous aussi. En 2012, pour moi, c'est une grande année parce qu'il y a Monsieur Urasawa qui vient quand même. Et on a une chance supplémentaire, c'est qu'il se donne, mais à fond. Lui, il veut un truc énorme, donc il veut une grande fraise pour dessiner. Et puis pendant sa conférence, il veut chanter. Ah, bon, d'accord, donc il faut la guitare, il faut l'harmonica, il faut machin. Et puis bon, c'est bien ça, mais il voudrait aussi faire un vrai concert. Bon. C'est grâce à ce festival qu'on arrive à avoir des auteurs comme Obata, qu'on a des auteurs qui sont des véritables stars dans leur pays d'origine en France tous les ans régulièrement. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Il faut applaudir la CEFA pour ce qu'ils ont réussi à créer. L'heure est maintenant venue de concevoir les plannings des différents invités et intervenants attendus à Japan Expo. Une étape importante dans la construction du programme du festival. Parmi les invités qui étaient déjà confirmés, on est vraiment dans la période où on doit faire le Tetris. Déjà, je fais un listing de toutes les activités qu'ils vont faire, avec le temps qu'il faut. On essaye de voir les priorités, si jamais il y en a un qui est annulé, qu'est-ce qu'on met à la place. Voilà. Et moi, de mon côté, justement, je dois soumettre ces plannings aux invités. Quand je fais mon propre planning, c'est assez simple parce que j'ai juste à les placer, mais sans oublier bien sûr les temps de déplacement, les déjeuners, et essayer toujours au moins de voir un décalage de 10 à 20%. Parce qu'on sait que voilà, sur place, on termine jamais vraiment à l'heure. Si jamais eux, ils ont des conseils, parce qu'ils préféreraient avoir leur séance dédicace juste après leur conférence. Voilà, ça dépend vraiment des artistes, donc on essaie de s'adapter. Après, la difficulté principale, c'est surtout, une fois qu'on a ce planning personnel, comment l'intégrer au planning général, pour que ça ne rentre pas en conflit. Là, l'avantage, c'est que pour les invités, comme j'ai pas mal d'avance, on va dire, je suis l'un des premiers à pouvoir remplir le planning. Donc voilà, je les impose, limite, en tout cas pour ce qui concerne les gros invités, une fois que c'est validé, je mets en impératif, je dis à ne pas bouger. Pour établir le programme du salon, c'est pas très compliqué, mais c'est un cheminement qui est à suivre en fait. Chaque personne travaille sur des projets différents et on a une personne qui centralise tout ça. Donc en fait, c'est le planning technique de tout le festival. Donc au niveau des onglets, on a les différents jours. Les visiteurs vont voir que la partie où il y a le public. Nous, pour chaque événement public, on a des lignes techniques donc, qui apparaissent en dessous, qui précisent qui est le responsable de la salle et tout matériel dont on a besoin pour chaque événement. On va vers elle avec, voilà, moi j'ai tel projet sur telle scène, et c'est elle qui va tout centraliser. L'avantage de le faire par une seule personne, ça évite qu'on se retrouve avec 2 trucs sur la même salle au même moment, ce qui nous arrivait avant quand on faisait pas ça. Enfin, vu qu'il y a quand même, je crois, 14 espaces de programmation, il faut faire attention que l'invité ait le temps de passer d'une scène à l'autre. La deuxième phase, c'est d'aller revenir vers cette personne avec
les informations du contenu de l'activité, ce qui va souvent donner naissance au nom de l'activité aussi. Une fois que l'événement est calé, il y a toute la partie à récupérer les informations techniques justement pour être sûr que le jour J, les invités aient tout ce qu'il faut sur la scène et qu'il n'y ait pas de soucis. On dit l'aménagement de la scène, s'il y a besoin d'une scène nue, s'il y a besoin de tables, de chaises, le nombre de micros qu'il y a besoin. Après, on précise le nombre de personnes qu'il y aura sur la scène. La grosse problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant les événements du type final de l'ECG. Ce qui peut être compliqué, c'est quand on a des choses trop grosses, tout au même moment. C'est-à-dire, on veut essayer d'éviter que les gens ils aient besoin de se déchirer, quoi. En disant, si je veux ça, je suis obligé de rater ça. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des têtes d'affiche qui soient bien différenciées, qu'on travaille avec les éditeurs pour qu'il y ait un petit peu tous les genres qui soient représentés. C'est aussi pour permettre à tout un chacun de trouver ce qu'il veut, quoi. C'est un petit peu la difficulté principale du planning et c'est vrai qu'on essaye de moins en moins de tomber dans les pièges, mais il y a des fois où on se dit « Ah, dommage, j'aurais pas dû le mettre à ce moment-là. » Voilà. Afin d'assurer le bon déroulement des événements, il ne faut pas non plus sous-estimer la multitude de petits détails pratiques à régler. Là, on va vraiment entrer dans la phase de réservation d'avions, d'hôtels, enfin on est dans le concret. Tous les accords qu'on a menés, il faut les réaliser, c'est long. Et c'est la phase opérationnelle. Alors, telle conférence, il y a combien de personnes, qu'est-ce qu'on met comme mobilier, comme matériel, etc. On passe vraiment sur cette partie mise en scène. Il y a un travail qui est fait également sur tout ce qui est éléments techniques, l'équipement, le matériel spécifique, récupérer les éléments, tester les supports pour voir si ça fonctionne ou pas. Et après, c'est vrai que tout ce qui va venir en plus du mobilier, donc je parlais des plantes vertes, des plaques de cuisson, enfin ce genre de choses, des revêtements de sol, parce que notamment pour les geishas, elles peuvent pas danser sur de la moquette, donc il faut qu'on mette un lino exprès pour elles pour leur danse. Ces choses-là, on voit au cas par cas si c'est possible ou pas de les obtenir. On a l'impression que c'est des petits détails, mais mine de rien, quand ça avance pas, on est bien bloqué parce que tout le monde nous les demande. Je travaille main dans la main avec la PAO. Pour toutes les expos, aussi toutes les bâches. On est en charge de la mise en place en fait, des défilés, que ce soit les tremplins mode avec les jeunes créateurs ou vraiment la partie opérationnelle des défilés japonais. Fin avril, début mai, c'est à nous de faire le choix du prestataire avec lequel on a envie d'avancer. On arrive sur la période où les exposants faisant appel à des standistes, donc des sociétés qui leur construisent leurs stands, doivent nous communiquer les différents éléments en termes de structure, s'assurer qu'ils sont aux normes en termes de sécurité, faire le lien avec notre chargé de sécurité sur ces sujets-là. On se laisse en général, là encore, un bon mois pour négocier avec le standiste qu'on aura retenu, pour affiner le budget, pour changer certaines matières ou pour renoncer à certains trucs qui coûtent trop cher ou pour les remplacer. Et en général, à la fin du mois de mai, on est prêt. On signe le devis final et là, c'est au standiste de commencer à travailler de son côté. À l'abri des regards indiscrets, Japan Expo constitue également un lieu d'échange pour de nombreux professionnels désireux de développer leurs activités. Japan Expo, c'est un événement grand public, mais il y a aussi une bonne part de relations professionnelles qui se fait sur l'événement. Donc on a un B2B center. On essaie de mettre en place un lien entre la France et le Japon pour l'achat de licences, pour développer des marques, des produits ou autres. Du coup, c'est quelque chose d'un peu secret, en final, auquel on ne peut pas assister. Mais voilà, alors, généralement, ça tourne plutôt autour des licences, autour de lancement de produits. Voilà, j'imagine aussi qu'il doit y avoir des dirigeants japonais qui viennent à la rencontre de distributeurs français, que ce soit dans le manga, dans l'animation, dans les sorties DVD. Enfin, ça peut être vraiment sur tous les tableaux et tous les produits. On a lancé depuis quelques jours les accréditations professionnelles. Donc là, c'est une multitude de demandes à la fois d'éditeurs, de partenaires, d'exposants pour bénéficier de ce type d'accès. Parce qu'on accueille quand même près de 5000 professionnels sur le festival. Donc du coup, voilà, il faut quand même qu'on ait un logiciel performant qui peut s'adapter à tous les cas particuliers qu'on peut rencontrer. Et nous, on doit valider chaque personne via le bac de l'application.
quelques semaines avant le salon se tient un rendez-vous incontournable, la conférence de presse. Ou très exactement cette année, les conférences de presse. Comme on a 2 conférences de presse et qu'il nous reste 2 invités d'honneur à annoncer, j'en ai gardé un pour chaque, comme ça c'était plus simple. On va faire une conférence de presse à Tokyo. Voilà, c'est un truc qui me plaît bien. Comme c'est la première fois qu'on le fait au Japon, en fait, on n'a pas trop envie d'appuyer sur la programmation, puisque comme ils sont loin, en plus, ils pourront pas forcément tous venir. Donc, c'est plutôt pour leur expliquer ce qu'est Japan Expo, les intentions, l'historique. On est capable aujourd'hui de se dire, tiens, on va aller faire une conférence de presse à Tokyo. On travaille avec une attachée de presse là-bas. C'est excitant parce que l'expérience, en fait, est totalement nouvelle. En même temps, je suis sur la conférence de presse française qui aura lieu le 27 à la Cité des Sciences, où là, comme d'habitude, on va essayer de faire quelque chose de fun et d'informatif pour tous les journalistes qui sont là. C'est aussi un rendez-vous des professionnels, puisqu'ils viennent voir aussi comment on fait la promotion de leurs actus et de leurs invités. Donc voilà, c'est un rendez-vous vraiment important. Il faut que ça soit réussi, parce que c'est vraiment un kickstart du salon. Vraiment, la conférence, ça lance le salon, quoi. C'est donc près de 200 invités, mais pas seulement ça. Tout à fait, chaque année ce sont près de 5000 personnes pro et amateurs qui s'investissent pour faire vivre le festival et pour partager leur passion. Tout confondu, nous attendons plus de 800 exposants cette année. では、今年のジャパンエクスポのプログラムと参加されるゲストの紹介をしてもらいましょう。Il est important de noter une très nette augmentation des journalistes japonais. L'année dernière, 145 journalistes sont venus du Japon pour couvrir le festival. Cela représente une évolution de 45% par rapport à 2012. Japan Expo はヨーロッパ市場の視察・進出をお考えの企業の力になりたいと考えています。そのために B2B センターを提供しています。Nous développons nos activités autour de 16 thématiques principales. La force de Japan Expo réside dans le mélange de ces thématiques. La culture traditionnelle côtoie le jeu vidéo, l'animation japonaise est proche de la cuisine et la mode avoisine le high-tech. Ça s'est très bien passé, la conférence en elle-même. La salle était bien, on a eu une 30aine de médias différents. On a eu une mascotte qui est venue, Chichayo-san, donc ça a vraiment beaucoup plu aussi. Je crois que ça s'est fait dans la détente, donc les journalistes ont vraiment apprécié. Donc la conférence de presse s'est passée et moi j'ai eu tout de suite après les retombées. Et j'ai vu effectivement que des personnes avaient été annoncées qui ne devaient pas être annoncées. Mais c'est vrai que c'est un site influent en fait qui a annoncé ces 2 invités. Donc du coup après il a fallu leur demander de rectifier ça à eux, puis à toutes les retombées qu'il y a pu avoir, puisque beaucoup d'autres sites reprennent ce site-là. C'est le site Nathalie qui est assez connu au Japon. Et il y a beaucoup de sites, même français, qui reprennent ce site-là. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, enfin ça commence. Bienvenue à cette conférence de presse dédiée à la 15e édition de Japan Expo. Déjà, il est essentiel de rappeler que le jeu vidéo est présent depuis 2001 et c'est une de nos thématiques phares. La pop culture japonaise s'est appuyée sur le manga bien sûr, mais aussi énormément sur le jeu vidéo. Il y a des éditeurs qui nous suivent depuis longtemps et qui sont là à nouveau. Nintendo avec un stand immense. Square Enix qui nous fait le plaisir de venir sur 2 stands cette année. On est très curieux de voir ce qu'ils vont nous présenter. B-Move ou encore Bandai Namco Games. Nous avons la surprise d'accueillir aujourd'hui Yoshiki qui vient partager quelques mots sur ce qu'il fera cette année à Japan Expo. Yoshiki. Messieurs, Yoshiki. Ah, very good. Yoshiki, ça fait depuis septembre qu'on est en discussion pour le faire venir, parce que lui avait vraiment envie de participer à l'anniversaire.
Donc on essayait d'organiser tout ça. Et comme il avait ses concerts, notamment son concert à Paris le 26, il nous a dit d'accord, mais par contre, comme j'ai mon concert le 26, c'est difficile d'annoncer avant. Donc on s'est dit, mais ça tombe bien, on fait notre conférence de presse le 27, donc du coup, viens t'annoncer tout seul. Well, it's always nice to come back to Japan Expo. Japan Expo has been like a family to me. Tom has been a great friend of mine, so thank you so much for inviting me. I'm so excited. Thank you so very much for coming again this year. J'aime beaucoup faire venir des invités aux conférences de presse, ça donne toujours un cachet. Et puis là, Yoshiki, je pense qu'effectivement, ça a vraiment fait son effet, ça lui a fait de la com à lui, puisque ça a vraiment beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux pendant la conférence. Nous sommes honorés de recevoir cette année, en tant qu'invité d'honneur manga, Izumi Matsumoto, l'auteur de Max et compagnie. L'idée, c'est d'avoir vraiment un engouement médiatique à la conférence de presse où les gens font « Oh là là, il y a plein d'invités partout », plutôt qu'une conférence de presse où tout a déjà été annoncé. Pour moi, c'est dommage parce qu'on perd vraiment l'effet de surprise. Et je trouve que cette année, on a eu énormément justement de fuites. Pourtant, on le dit aux éditeurs, on le dit aux artistes, faisons la communication ensemble, on sera plus fort. Mais ça marche pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est un choix, effectivement, de garder le plus possible d'infos pour la conférence. Ouais. Cela, on fait presque tous nos festivals, même aux USA, on se connaît très bien. Les Thousand Say reviennent en tant que reporters officiels du festival et ils vont donc partager leurs aventures sur le Facebook et le Twitter du festival. Normalement, on a fait toutes les annonces possibles et imaginables. Mine de rien, il reste peut-être une petite surprise. La presse se rend en nombre à Villepinte et son travail est crucial pour donner de la visibilité et accentuer le rayonnement du salon. On a une salle de travail presse avec un accueil où nous on renseigne les journalistes, on leur dit voilà, vous avez une interview à telle heure avec quel artiste. On a 9 salles d'interview en tout qui permettent justement de prévoir en tout 450 interviews. Là on a fait en 2013 sur 4 jours, donc c'est quand même un rythme très important. En même temps on reçoit à peu près 1000 journalistes, donc c'est vrai que ça tourne très vite. Sur la presse, on les a un petit peu cadrés parce qu'on ne pouvait pas non plus accueillir 48 personnes pour un blog. C'est un peu compliqué. Donc en fonction de la typologie de médias, ça part d'un calcul assez compliqué où on attribue un rang aux médias et en fonction de ça, on lui accorde beaucoup d'accréditation quand il s'agit d'une télé et après, ça va en dégressif. On a d'une part les médias qui connaissent bien la culture japonaise, qui font par exemple des rapports journée 1, journée 2, journée 3, ou qui en parlent. Et on a les médias justement généralistes qui viennent faire des interviews, mais qui surtout viennent sur le salon pour faire, voilà, Japan Expo c'est ça, ils se posent à l'entrée et ils voient une masse de visiteurs et pour eux c'est ça. Et je pense que même pour les médias généralistes, l'ambiance du salon est plus importante que les interviews des invités. Du côté des expositions, le temps presse. Plus question de tergiverser, c'est le moment d'agir. C'est un moment où je devrais avoir complètement terminé tous les panneaux, mais c'est pas le cas. Sur l'Expo 15 ans, j'en ai parlé quand on en parle avec Benjamin ou avec Jeff, c'est toujours sur quelque chose de effectivement très neutre pour mettre le contenu en avant. Le plan est défini, ce qu'on met sur chaque partie c'est défini aussi, le nombre de panneaux, les textes sont presque, je dirais, prêts aussi. On a encore des sélections à faire parmi des pré-sélections de photos pour voir un peu ce qu'on met sur chaque panneau. Donc on a un peu tous les éléments qui se mettent en place. Il n'y a pas eu de grande révolution par rapport au projet comme je l'ai évoqué, mais bon, ça avance. Sur l'expo des cavaliers japonais, donc Mushae, on a déjà bien avancé, on a récupéré une bonne partie du matériel et puis on a des gabarits qui sont en cours de création. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on aura fini de s'occuper du gabarit et on pourra commencer à faire l'intégration entière de l'exposition. L'exposition sur l'animation s'est annulée. Le but, en effet, c'est de la décaler parce qu'on n'a pas récupéré suffisamment d'éléments et qu'on se rend compte aussi que c'est une belle montagne qu'on veut gravir, donc il va falloir se préparer avant. Une expo à journée ne signifie pas une expo de moins. Et un nouveau projet fait son apparition avec la confirmation de la participation de Matsumoto Izumi. L'annonce de sa venue a été faite, je crois, il n'y a pas très longtemps sur notre site. Et effectivement, il y aura une exposition autour de son œuvre, Kimagure Orange Road,
Et donc il y aura des reproductions de ces dessins et je viens de les recevoir ce matin. Ça reste de toute manière quelque chose de très visuel, donc et à ces dates-là, c'est forcément quelque chose de très simple. On les encourage, on fait du bruit, Japan Expo! Les différents concours de cosplay se précisent eux aussi à mesure que le festival approche. Et il est grand temps de régler les questions techniques que cela implique. La finale ECG, ça continue à se préparer, difficilement parce qu'il y a beaucoup de travail sur ce concours-là, mais aussi sur tout le reste de la préparation du salon. Donc c'est vrai que là, par rapport à l'ECG, il y a ça et d'autres petites subtilités chaque année suivant les participants. Le fait que la dernière sélection cette année est assez tard, elle est mi-juin, qui sont les sélections néerlandaises, donc voilà, il y a encore pas mal de travail derrière. Les autres concours classiques sont arrêtés. On travaille déjà un peu avec l'équipe Epic en faisant des réunions certains soirs de semaine pour voir comment aborder la communication, les inscriptions. Visiteur avec ou sans billet, c'est en haut à votre droite. Afin d'accompagner l'équipe interne sur le salon, Japan Expo recrute chaque année plusieurs centaines de saisonniers, les célèbres gilets rouges, qui œuvrent au bon déroulement du festival. En fait, les saisonniers, on va faire une estimation en amont un petit peu de nos besoins pour savoir combien on en a besoin et sur quel type de poste pour connaître les profils. On a à peu près 1600 candidatures et on retient entre 250 et 300 staff. Donc c'est des entretiens de groupe, évidemment, pour un petit peu essayer d'évaluer ces gens-là et de voir sur quel type de poste il serait le mieux. Du coup, on sort un petit peu des projets du quotidien pour faire des recrutements, donc c'est plutôt sympa. Après, bon, c'est pas fini puisqu'on leur fait des guides. Comme c'est des gens qu'on a vus que très rapidement, on leur prépare des guides pour leur donner les règles de base. On les voit en briefing sur place aussi. On est en train de choisir les interprètes qui vont être sur chaque artiste. Et bon, on est face à un dilemme parce que c'est vrai qu'il nous manque des interprètes, accompagnateurs notamment. Nous, on a des équipes qui sont assez petites, notamment sur chaque scène, et on a ce qu'on appelle une équipe de renfort, donc qui, elle, est très, très importante, et ce sont des gens qui viennent aux besoins. Donc c'est des besoins qu'on planifie majoritairement en amont, parce qu'on sait que par exemple sur un cosplay, l'équipe qui est en scène principale, elle pourra jamais gérer toute seule parce qu'il y a beaucoup trop de monde, donc on sait qu'on va peut-être envoyer 6 ou 7 personnes en renfort sur 2 fois une demi-heure ou quelque chose comme ça. En termes d'organisation, effectivement, sur les plans, bien sûr que nous, on a nos accès privilégiés, backstage. On est obligé, déjà, ne serait-ce que pour se rendre aux salles des scènes, on passe par les extérieurs des halls. Alors que ce soit, on se déplace uniquement en trottinette, en voiturette. Tout ça, c'est inconnu aux yeux du public, mais nous, effectivement, on est obligé de passer parce que, pour traverser un hall d'exposition aujourd'hui, on sait que ça prend, même nous, staff, avec nos gilets rouges, ça suffit pas, ça peut prendre 20 minutes, quoi. Dans l'immensité du parc des expositions, permettre aux visiteurs de s'orienter et de se retrouver constitue un vrai défi. Je suis en train de travailler sur la signalétique générale. J'essaye de me mettre dans la peau du visiteur, que je suis aussi, pour essayer d'orienter sur les gros espaces. Peu importe où on est, après, on aura un point de repère qui nous indiquera où aller. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'identifier dans le 5A on va dire, les points importants du salon. Donc scène principale, Live House, scène culturelle, scène Japan Expo, scène 100%, le catch, indiquer le hall 6 et la sortie. Je vois Damien la semaine prochaine, il va me donner ses listes de signalétique. Et je dessine très mal, donc j'espère que le rendu sera pas à la hauteur de ce que j'ai dessiné, sinon ça va être un peu triste. Donc ce qui a besoin d'être changé, ce qui est comme l'année dernière, et de ça, effectivement, nous on va commencer à réaliser de la signalétique. Après, on a un problème, c'est que l'orientation, pour la faire comprendre, c'est pas forcément évident, parce qu'une flèche, soit on essaie de la mettre en 3D, tout le monde n'a pas forcément une bonne vision d'une 3D sur un plan 2D. Pour moi, le symbole le plus utile pour un demi-tour, c'est effectivement la flèche en U inversée. Et du coup, c'est ce que j'ai proposé à Damien. J'espère que ça sera compréhensible de notre public, parce que quand on est dans le truc, oui, c'est évident, sauf que quand on arrive sur le salon d'un autre, on comprend rien.
plus de ça, il y a l'édition américaine, la seconde édition américaine qui approche, donc il a fallu faire quelques éléments aussi pour ça. Donc on n'a même pas terminé, on est en plein dans le Rush Japan Paris qu'il faut aussi qu'on nous demande aussi des travaux en urgence aussi pour Japan Expo USA. C'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer tout ça. Définitivement, l'urgence du moment, c'est les expositions. Les expositions, les bâches. On met en place également toutes les actions marketing qu'on a pu vendre, les installations de bâches, les publicités sur les plans, les programmes. Voilà. Là, on est en train de récupérer vraiment toutes les informations, relancer nos clients pour récupérer les visuels, etc. Faire le brief avec notre service de PAO. Effectivement, il y a encore pas mal de petits trucs à faire à droite à gauche. Et les plans, c'est un gros boulot. Et celui-là, effectivement, il arrive que tard, quoi. Les jours sont désormais comptés avant l'ouverture du festival. Et la multitude d'ajustements et de réglages restants à opérer promet des journées bien chargées. Efficacité et rapidité seront déterminantes pour réussir à mettre sur pied ce gigantesque édifice dans toute sa complexité et dans le temps imparti.